bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cet atelier consacré à la lutte contre la contrefaçon, qui est co-animé par deux administrations. Donc, on a l'INPI, qui est l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui est représenté ici par Thierry Lucas, délégué régional adjoint ici à Rennes. Et moi-même, donc Christelle Ferrari, qui anime en fait la cellule conseil aux entreprises de la direction régionale des douanes et qui a une vocation à accompagner les entreprises dans leur développement à l'international. Donc cette co-animation, en fait, elle est la résultante de la complémentarité de ces deux institutions dans la lutte contre la contrefaçon. L'une en amont, si on veut, pour les entreprises qui vont déposer leurs droits de propriété intellectuelle, donc avec l'INPI, et l'autre qui a plus une vocation de lutte contre la contrefaçon, donc lutter contre les trafics illicites en matière de contrefaçon, qui est la douane. Et cette complémentarité, donc, elle existe déjà depuis de nombreuses années. Et elle a été officialisée, on va dire, en tout cas formalisée par une convention signée entre nos deux directions générales l'année dernière. Donc je vais laisser la parole à Thierry Lucas qui va vous présenter justement toutes les démarches et les subtilités que l'on peut rencontrer en termes de droit à propriété intellectuelle. Et puis ensuite, je vous présenterai l'action de la douane en la matière. Merci Christelle pour cette introduction. Donc voilà, dure tâche de vous faire une présentation générale sur la propriété intellectuelle et la contrefaçon en un laps de temps aussi réduit, mais bon, on va essayer de vous inculquer un certain nombre d'informations et de bonnes pratiques à mettre en œuvre au sein de vos entreprises. On a fait un focus, en tout cas pour ma part, un peu spécifique par rapport aux thématiques de l'agroalimentaire. Donc des exemples tirés notamment de publications judiciaires qui sont parues dans des revues liées à l'agroalimentaire. Juste un petit focus sur l'INPI, Institut national de la propriété industrielle, parce qu'après on va parler de propriété intellectuelle et propriété industrielle. C'est un organisme public qui dépend du ministère de l'Industrie. À peu près 700 personnes en France, avec aussi une présence en région, donc des gens que vous pouvez contacter quand vous avez des questionnements en matière de protection des droits et aussi en matière de risque de contrefaçon. Donc les différentes missions, c'est notamment de délivrer des titres de propriété industrielle, brevets, marques, dessins modèles, il y en a d'autres, indications géographiques non agroalimentaires, d'informer sur la propriété industrielle et en particulier de rendre accessibles les titres de propriété industrielle, brevets, marques, dessins, modèles, parce que ces titres sont potentiellement des freins à la libre exploitation. On reviendra un petit peu sur ces notions-là, mais des marques qui sont publiées. Donc maintenant, tout est en numérique, mais jusqu'à récemment, il y avait encore des bulletins officiels de la propriété industrielle. Là, c'est un bulletin officiel marque. Donc vous voyez un certain nombre de marques françaises. Notre rôle, c'est de rendre accessibles ces titres de propriété industrielle avec le nom des déposants, la nature du droit. Voilà. Donc rôle très important. En matière de marques, en 2020, 106 000 dépôts de marques françaises. Sachez que sur le territoire français, il y a aussi les marques communautaires et les marques internationales qui désignent la France. Rôle de l'INPI, c'est aussi d'accueillir les entreprises, les renseigner, faire évoluer aussi au niveau international la propriété industrielle, parce que ce que je vais vous dire avec l'étiquette INPI, sachez que grosso modo la propriété industrielle internationale, c'est un peu les mêmes principes, avec aussi des principes de territorialité au niveau de la protection, mais on y reviendra. Sensibiliser et former à la propriété industrielle, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui auprès de vous, mais on agit aussi auprès d'étudiants, des acteurs économiques, écoles, d'ingénieurs ou universités. Et aussi des nouvelles missions liées aux formalités d'entreprise, mais ça, c'est annexe, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Une de nos missions aussi, c'est la lutte contre la contrefaçon, donc on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la contrefaçon ? Eh bien, la contrefaçon, c'est une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette propriété intellectuelle comprend à la fois la propriété industrielle, et les droits d'auteur, qu'on appelle aussi propriétaires littéraires et artistiques. Je reviendrai un petit peu sur cette notion-là. Au plan juridique, la contrefaçon constitue un délit civil
pénal et douanier. Donc vous pouvez voir ici le code de la propriété intellectuelle. C'est le code qui rassemble tous les articles de loi, les décrets, qui vont définir les modalités d'acquisition des DPI, droits de propriété industrielle, mais aussi les durées de protection, on y reviendra, qui cernent aussi les atteintes aux droits de propriété industrielle, les sanctions en matière de contrefaçon, gèrent aussi la profession des conseils en propriété industrielle. Donc tout un certain nombre d'articles liés à la propriété industrielle de manière générale, mais aussi liés aux actions en contrefaçon. Donc par exemple, tout ce qui concerne les dépôts de marques ou la protection par marque, c'est dans le livre 7, tout ce qui est dessin et modèle, on reviendra un petit peu là-dessus, c'est dans le livre 5 par exemple. Donc c'est la Bible pour les gens qui s'intéressent à la contrefaçon et aussi à la protection en matière de propriété industrielle. Donc le focus que je vais faire, il est spécifique agroalimentaire et je tenais à vous montrer par l'exemple du concret de la propriété industrielle avec des sanctions en matière de contrefaçon. Donc des publications judiciaires qui ont été publiées dans des revues de l'agroalimentaire. Donc premier exemple, pour montrer un petit peu concrètement des histoires de contrefaçon, c'est une contrefaçon de marque. Publication judiciaire qui a été publiée dans la revue Linéaire, détenue par les éditions du Bois-Baudry qui se trouvent en région Bretagne. Donc ça a été publié suite à une action qui a été faite par une société qui s'appelle La Fournée Doré-Lorraine, qui avait déposé en 2004 une marque verbale, vous voyez, Chinois des Rois, il n'y a pas d'élément graphique, et qui visait dans son dépôt de marque brioche et des brioches à la crème frangipane. Donc cette marque a été renouvelée au bout de 10 ans et donc vise des produits de la classe 30. Et une autre société a repris sur son packaging, qu'on voit à droite, la séquence Chinois des Rois. Le packaging est différent, les éléments graphiques et couleurs sont différents, mais ils ont repris sur leur packaging cette marque, cette séquence verbale qui avait été protégée comme marque. Donc il s'agit d'une contrefaçon de marque par reproduction, parce que la séquence qui avait été protégée par marque a été reproduite. Donc les conséquences en matière de sanctions de la contrefaçon, c'est d'arrêter les actes contrefaisants. Et il y a eu aussi une condamnation à 60 000 € à titre de dommages et intérêts. Donc la société qui a été sanctionnée a dû payer aussi les frais de justice de la société qui a fait l'action en contrefaçon. Et il y a eu aussi paiement de publications judiciaires, notamment dans cette revue Linéaire. Et les frais de publication ne devant pas dépasser 9 000 € TTC. Donc voilà un exemple de contrefaçon de marque par reproduction. Un autre exemple publié dans Rayon Boisson en 2007. Donc là aussi, c'est une histoire de contrefaçon de marque. Une société de droit français, Bardinet, qui a déposé Sir Edwards, marque verbale aussi, vous voyez, il n'y a pas d'élément graphique, pour distinguer des boissons alcooliques qui sont dans la classe 33, donc tout ce qui est boissons alcooliques. Et donc là aussi, une société de droit belge qui a importé du whisky marqué Sir Edwins, a subi une action en contrefaçon, la société Bardinet estimant qu'il y avait un risque de confusion. Et donc là aussi, donc, il y a eu condamnation. Donc, vous avez le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a reconnu la contrefaçon par imitation. Et donc la société de droit belge a été amenée à payer 10 000 € de dommages et intérêts, d'arrêter bien sûr les actes contrefaisants. Et voilà, là aussi, à payer une publication judiciaire ici dans le rayon boisson. Alors, à savoir qu'en marge aussi de la contrefaçon, il y a eu une sanction au titre de la concurrence déloyale. Donc, exemple de contrefaçon de marque. Donc, c'est pour vous expliquer que, vous voyez, souvent on parle de contrefaçon de produits. Il faut revenir à l'essentiel. La contrefaçon, c'est une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou industrielle. Exemple plus récent, là, c'est sur du brevet, un dispositif qui permet d'avoir des chips au micro-ondes. Le produit porte des marques, il y a du dessin modèle, mais il y a une action en contrefaçon sur le brevet qui a été déposé au niveau en France. Alors il y a eu des extensions aussi internationales. Et donc là, les produits, en haut, vous voyez le produit authentique avec des chips dessus. Et dans la partie basse, le produit qui a été considéré comme contrefaisant.
Le design est différent. Ils n'ont pas posé la marque Mastrad sur leurs produits. Ils n'ont pas repris le même design, mais ils ont repris les caractéristiques techniques qui avaient été brevetées et qui étaient valables sur la France à travers des revendications où finalement les caractéristiques techniques, c'était un support en silicone avec des moyens de retenue et une pluralité de trous et une partie qui permettait d'espacer le support avec la base du four au micro-ondes. Donc là, il s'agit d'une contrefaçon de brevet avec les extraits de la publication judiciaire. Donc la société française qui a été condamnée pour contrefaçon donc, importait ces produits et les commercialisait. Donc ils ont été condamnés pour contrefaçon. Ils ont dû arrêter les actes contrefaisants, donc arrêter d'exporter, de commercialiser. Les produits ont été saisis en vue de leur destruction. Et ils ont dû payer 150 000 € à la société Mastrad et aussi 20 000 € pour les frais judiciaires et certaines publications judiciaires. Donc ça, c'est un exemple de contrefaçon de brevet. Donc ici, une contrefaçon de dessin et modèle. Donc une société de droit français a déposé un titre communautaire, donc un dessin et modèle communautaire, qui a un effet en France. Donc pour un nouveau design de bouteille avec un épaulement un peu spécifique, une forme générale. Et donc, une société de droit allemand a repris les éléments qui ont été protégés par le dessin modèle. Et donc, il y a eu sanction pour contrefaçon de dessin modèle, mais aussi de droit d'auteur. Parce qu'on verra qu'en France, il y a un cumul de protection entre le droit d'auteur et les dessins modèles. Et donc, là aussi, publication judiciaire dans Rayon Boisson, donc une revue française. Revenons maintenant concrètement sur les aspects propriété industrielle et intellectuelle. À savoir que cette propriété industrielle et intellectuelle, c'est un patrimoine important, un patrimoine immatériel des entreprises au sens général, hein, même des acteurs publics peuvent avoir de la propriété industrielle, des marques notamment. On verra des exemples tout à l'heure. Donc ce patrimoine est à protéger, donc souvent par des dépôts, par exemple par un dépôt de brevets, de marques, de dessins modèles, ou par certaines datations en matière de droit d'auteur, à valoriser par la concession de licence par rapport à la cession de ces droits de propriété industrielle ou par l'exploitation qu'on fait des produits et des services qui sont liés à cette propriété industrielle. Il est aussi important de surveiller cette propriété industrielle parce qu'il faut renouveler parfois les titres. Les marques, c'est pour une protection de 10 ans, renouvelable tous les 10 ans. Éventuellement faire des oppositions contre des droits qui porteraient atteinte à vos propres droits et défendre ces droits, notamment par l'action en contrefaçon. Alors, si ce n'est que ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, les publications judiciaires, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de contentieux qui se terminent par des transactions, une prise de licence. Il ne faut pas voir uniquement le côté négatif, hein, publication judiciaire. Sachez qu'il y a plein de litiges qui se règlent à l'amiable avec des transactions ou des compensations qui sont faites. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc propriété intellectuelle, le grand chapeau. Une première branche, propriété industrielle. L'autre, la propriété littéraire artistique ou droit d'auteur. Donc ça permet de protéger un certain nombre de choses, notamment les logiciels, les graphiques, les textes, hein, la propriété littéraire artistique. Et pour la branche propriété industrielle, donc vous avez toute une partie liée à la création esthétique pour les dessins modèles, où on peut protéger, vous l'avez vu, un packaging ou des étiquettes ou des dessins. Création fonctionnelle, on peut protéger à travers le brevet d'invention des solutions techniques, des compositions, des mécanismes. On reviendra un petit peu plus précisément sur le sujet. Et à côté de ça, vous avez tout ce qui est signe distinctif, notamment la marque de fabrique, de commerce et de service. Bon, il y a d'autres signes distinctifs non commerciaux, enseignes. Je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais vous voyez, pour ceux qui sont en gras, sauf le secret de fabrique, où là c'est par datation certaine et confidentialité qu'on peut se protéger. En général, il y a un dépôt qui sera fait notamment auprès de l'INPI, puisqu'il existe aussi d'autres types de propriété industrielle. Récapitulatif au niveau des modalités et des durées de protection. Alors, vous voyez sur la colonne de gauche, hein, il y a des signes. Le petit R pour registered, le petit C pour copyright, dessin et modèle, patented, breveté. Souvent, la propriété industrielle, quand on en a, pour faire de la dissuasion, il faut montrer les dents.
Et il est de bon ton d'apposer ces signes sur vos packaging, sur les brochures, pour essayer de dire attention, on a de la propriété industrielle, pas touche. La propriété industrielle, c'est surtout une arme de dissuasion. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec les publications des judiciaires, c'est des cas où l'arme a servi et a permis d'atteindre l'adversaire qui peut porter atteinte à vos droits. Donc côté dissuasion, c'est important ces petits sigles. Brevet, durée maximum de protection, c'est 20 ans. Après, ça tombe dans le domaine public, il faut le savoir. La durée de vie moyenne, c'est 7-8 ans quand même, parce qu'il faut payer des annuités. Et donc au bout d'un certain moment, on peut abandonner le brevet. Donc les critères de brevetabilité, c'est la nouveauté, activité inventive, l'application industrielle. Pour la marque, on est dans le domaine des signes distinctifs, c'est 10 ans de protection renouvelable indéfiniment tous les 10 ans. Donc les critères, il faut que ça soit disponible, distinctif, licite. Dessin modèle, c'est 25 ans de protection maximum, par fraction de 5 ans. Donc critères de protection, c'est la nouveauté et le caractère propre. Tout ce qui est droit d'auteur, par contre, vous voyez, c'est en bleu. Il faut faire des datations certaines et se ménager des preuves de création, alors que tout ce qui est en rouge, il faut faire un dépôt. Alors même si sur certains pays, notamment anglo-saxons, en matière de marque, il y a les marques d'usage, mais grosso modo, c'est le dépôt qui va vous donner une protection avec une publication, en général, dans des bulletins officiels, publication qui sera suivie d'un enregistrement pour la marque ou éventuellement d'une délivrance pour le brevet. Alors j'ai souligné le côté territorialité, donc notion à bien retenir. Sachez que si vous avez une marque française, votre marque française ne vous permettra de faire des actions en contrefaçon que sur le territoire français. Vous pourrez faire des actions contre des importations, des commercialisations, des détentions, fabrications. Mais si vous dites on est en Europe, avec ma marque française, je veux faire une action au Danemark ou en Espagne, non, votre marque ne vous permettra pas de faire des actions sur d'autres territoires. C'est la même chose en matière de brevet. Si vous n'avez que le brevet français, vous pourrez faire vos actions que sur la France. Alors même s'il y a des mécanismes, quand vous déposez nationalement, de priorité qui vous donne, je dirais, option à l'international pendant 12 mois en matière de brevet et 6 mois en matière de marque et dessin modèle. Donc même à l'international, ça a du sens d'avoir des titres de propriété industrielle nationaux. Comment se protéger? Alors, je ne rentre pas dans la procédure, je vais surtout vous montrer des exemples de marques, de brevets, de dessins modèles. Donc des exemples de marques. Alors souvent, notamment dans l'agroalimentaire, on pense que les marques, c'est essentiellement pour des produits alimentaires, des marques très connues. Bah, sachez qu'il y a plus de marques qui visent des services que des produits. Donc les services de formation, services bancaires, services de restauration. Voilà, quand vous avez un réseau de franchisés dans le domaine de la restauration, bah, il y a un dépôt de marque qui vise les services de restauration et après il y a des concessions de licence d'exploitation à travers la franchise. Donc quelques exemples de marques. Dans la présentation qui nous a précédé, on parlait du Nutri-Score. Bah, sachez que Nutri-Score, c'est l'Agence nationale de santé publique qui est titulaire de cette marque, donc marque semi-figurative. Il y en a plusieurs. Là, c'est la marque française, mais il y a une marque aussi communautaire avec des fois des éléments graphiques différents. Donc il y a un portefeuille marque. Ça peut être aussi des séquences verbales uniquement, comme Enzymae, vous voyez, déposé par Finov Nutrition pour des produits de la classe 5, 29 et 30. Donc c'est évocateur, hein. On peut penser que derrière, il y a des produits alimentaires avec certaines enzymes, mais il n'y a pas d'éléments graphiques. Oleosta, déposé par CCPA, une société qui n'est pas très loin d'ici. Ça peut être aussi des marques uniquement graphiques, comme la marque de Valorex, des marques de services, CFIA, le salon où on est aujourd'hui. Bah, ils ont visé des produits de la classe 16, produits de l'imprimerie, mais aussi des services liés à l'organisation de salons. Ça peut être aussi des noms patronymiques. Hein. Olivier Relinger, par exemple, a déposé sa marque, il a un portefeuille marque pour des produits liés à l'alimentation, mais aussi des services de restauration. Vous voyez, par exemple, dans la classe 43, dans la classe 41, il y a des services de formation. Il y a aussi des marques tridimensionnelles, c'est moins courant, mais vous voyez, où il y a le design du produit. Donc là, quand on dépose une marque, on dépose un signe distinctif. Le critère de la marque, c'est distinguer les produits et services. Donc on n'est pas protégé sur le signe en lui-même, mais l'application du produit au produit ou au service. Donc vous voyez une marque Ecobiam, il vise des produits alimentaires des classes 29 et 30, mais il vise aussi des services
liées à la classe 39, où il y a le transport de produits alimentaires et un certain nombre de services. Voilà. Donc, exemple de marque. Là, des exemples de brevets, ou demandes de brevets dans le domaine de l'alimentaire. Donc, les caractéristiques techniques qui peuvent être protégées. Souvent, on est dans une approche problème-solution. Ça peut être des histoires de packaging ou de dispositifs de cuisson, comme l'exemple que je vous ai montré. Ça peut être des compositions, des emballages, des compositions d'aliments pour animaux, des procédés de surgélation, des additifs. Donc là, c'est un exemple de Soréal Lilou avec un bloc de sauce, avec de la gélatine et avec certaines caractéristiques techniques. Un autre cas, c'est Europlastique, une société qui est dans l'Ouest, un procédé de fabrication d'emballage à double courbure avec étiquette. Donc là, je vous ai montré uniquement la page de garde, mais sachez que ce sont les revendications qui ont été délivrées qui vont déterminer la protection conférée. Ouais, petite animation. Voilà. Durée de protection des brevets, hein, je l'ai déjà dit, 20 ans maximum à compter du dépôt. Exemple de dépôt de dessin modèle, aussi dans le domaine de l'agroalimentaire, du packaging, un dépôt de bouteilles par l'AITA. Ça peut être le produit alimentaire lui-même, hein, Serenity Biscuit, un dépôt relativement récent, une brochette de Bigard. Ça peut être aussi des dessins imposés. Donc là, c'est un dépôt du groupe Le Duf ou de la holding Le Duf. Et c'est une marque, un dessin modèle de mémoire français. Et en dessous, vous avez un dessin modèle communautaire. C'est le même principe. Voilà. Donc quelques chiffres en France. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'on a surtout des contrefaçons de marques, un peu moins de dessins modèles et un peu moins aussi de brevets. Donc beaucoup de contrefaçons en matière de marques, vous voyez à peu près plusieurs centaines par an. Être contrefaisant ou être contrefait. Effectivement, assez souvent, on pense que les autres vont porter atteinte à vos droits. Bah, sachez qu'en matière de propriété industrielle, on peut aussi être contrefacteur soi-même de bonne foi. Hein, en tout cas, les titres de propriété industrielle qui peuvent vous être opposés, ben, si ça a été publié, vous êtes présumé les connaître. Alors, voilà. Donc, bonne pratique pour se protéger de la contrefaçon. Alors, il y a beaucoup de textes, alors je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail, mais prenez conscience que d'abord, comme la contrefaçon, c'est une atteinte à des droits de propriété intellectuelle, bah, il est primordial de s'assurer finalement de la validité de son portefeuille de propriété industrielle, notamment en matière de titularité, savoir qui est le déposant ou qui est titulaire, parce qu'il peut y avoir des cessions. Le côté territorialité, donc adapter aussi la protection aux exploitations. Si votre marque n'est que française, mais vous exportez beaucoup hors de France, il faudra sans doute faire des extensions. S'assurer du maintien des droits de propriété industrielle, maintien en vigueur. Se ménager aussi des preuves d'antériorité, prévoir des clauses en matière de propriété industrielle en cas de partenariat pour savoir qui sera titulaire. Au cours de la vie de l'entreprise, c'est important de surveiller lors des salons, Internet et les bases propriétés industrielles pour parfois faire des oppositions auprès de l'INPI sur des marques qui seraient proches des vôtres ou éventuellement contester des marques qui auraient été déposées qui portent atteinte à votre droit. Donc vous voyez, en amont, avant de faire une action judiciaire qui pourrait prendre du temps. Donc souvent se faire assister aussi par des avocats spécialisés en propriété industrielle ou des conseils en propriété industrielle. Donc c'est une profession réglementée avec des spécialistes en matière de marque ou de brevet. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous à l'INPI. Faire vivre son portefeuille de propriété industrielle. Voilà. Donc il peut y avoir intérêt aussi à faire certains marquages de produits, des produits authentiques et de mettre en œuvre des moyens de traçabilité. En cas de présomption de contrefaçon, utiliser les outils de preuve de la matérialité de la contrefaçon, donc faire des fois des constats d'huissier, des saisies contrefaçon. Et si vous envisagez des négociations avec le présumé contrefacteur qui n'aboutissent pas, faire des actions civiles devant les tribunaux ou actions douanières ou actions pénales. Donc actions douanières, Christelle Ferrari vous en parlera tout à l'heure. Attention aussi à ne pas contrefaire. Donc la bonne foi ne vous exonère pas de la contrefaçon. Je vous rappelez-vous l'exemple concret, Sir Edwin's pour du whisky, il y avait Sir Edward's. C'est de l'imitation. Certains auraient pu dire, mais moi, Sir Edwin, c'est Sir Edward's. J'estime qu'il n'y a pas
il n'y a pas de risque de confusion. Bon, voilà, c'est des exemples où ce n'est pas forcément binaire comme appréciation. Donc, vu le nombre de droits de propriété industrielle et notamment de marques, hein, je vous ai dit qu'il y a eu 106 000 dépôts de marques françaises en 2020. Il y en a eu en 2021 de mémoire de l'ordre de 120 000, encore plus. Donc, le système est hyper engorgé. Donc, le risque de porter atteinte à des droits antérieurs, il est toujours important. Faire régulièrement des... Donc, consultez aussi le portefeuille de vos concurrents. Hein, ça peut être utile. Pour éviter d'empiéter sur les plates-bandes. Souvent, vous pouvez être confronté à des problèmes de liberté d'exploitation, FTO, Freedom to Operate en anglais. Donc, c'est important d'avoir une certaine culture aussi sur la propriété industrielle. Se ménager aussi des preuves de création, notamment l'enveloppe solo. C'est une enveloppe qui coûte 15 € que vous pouvez acheter à l'INPI. C'est un moyen de défense aussi. Parfois, quand vous êtes attaqué en contrefaçon de brevet, si vous pouvez prouver que vous connaissiez l'invention avant la date de dépôt du brevet qui vous est opposé, eh ben, vous n'êtes pas considéré comme contrefacteur. Et c'est hyper important en matière de droit d'auteur de se ménager aussi ce genre de preuve de création. Et puis, travailler bien sûr un peu votre culture propriété industrielle pour savoir le contour des protections auxquelles vous pourriez être confronté. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Hein. Les principaux actes de contrefaçon, pour les marques par exemple, c'est la reproduction, l'imitation, la suppression de la marque sans autorisation du propriétaire. Mais c'est aussi la détention, la vente, l'importation de produits comportant la marque contrefaisante. Alors je passe pour les autres types de contrefaçon, de dessin modèle, de brevet ou de droit d'auteur. Donc vous pouvez aller sur le site de l'INPI où vous auriez des informations un peu spécifiques sur tous les contours liés aux actes de contrefaçon. Voilà. Donc sachez aussi que tous ces droits de propriété industrielle sont consultables une fois qu'ils ont été publiés, notamment sur DataINPI. Vous pouvez voir le portefeuille de vos concurrents ou voir votre propre portefeuille, vérifier que vous avez bien renouvelé vos marques. Sinon, vous pourriez finalement ne plus avoir l'arme qui vous permettra de faire des actions de contrefaçon, surtout si vous exploitez le signe qui a été déposé comme marque. Vous pouvez retrouver aussi sur le site d'INPI les jurisprudences, éventuellement par les parties ou les oppositions faites sur les marques, et comment ont été réglés les contentieux. Et vous avez accès aussi à différentes bases qui vous donnent accès, notamment EspaceNet, à tous les brevets publiés, en vigueur ou non, et aussi le site de l'EUPO, l'Office communautaire, qui donne accès aux marques de plus de 70 pays, ou le site suivant, où on peut avoir accès aux dessins et modèles dans plus de 65 pays. Donc sachez que les droits de propriété industrielle qui peuvent avoir un effet en France, c'est les titres français, communautaires, mais aussi les titres internationaux qui désignent la France. Donc il n'y a pas que des titres français qui permettent d'avoir une protection en France. Donc en dehors de l'INPI, que vous pouvez bien sûr contacter, il y a d'autres acteurs sur le sujet de la contrefaçon, notamment les douanes, avec une intervention tout à l'heure. Donc le Comité national anti-contrefaçon, donc c'est le secrétariat est tenu par l'INPI, donc il mène des actions et des études liées à la contrefaçon, notamment sur le territoire français ou européen. Il peut y avoir des groupements d'entreprises comme l'UNIFAB qui fédèrent certaines sociétés qui sont confrontées à de la contrefaçon. Je vous ai mis aussi le lien avec la CNCPI. C'est la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Souvent, si vous voulez être assisté dans le cas d'une action contrefaçon ou pour faire une saisie contrefaçon, le préalable, ça sera de bien voir la validité de votre titre et après mettre en œuvre les mesures de défense de vos droits. Donc voilà, et sinon je vous donne les coordonnées de l'INPI en Bretagne. Et sachez que si vous êtes sur une autre région, vous avez dans toutes les régions françaises des interlocuteurs où vous pouvez poser des questionnements en matière de propriété industrielle. Voilà pour ma part. Merci Thierry. Donc il me reste plus beaucoup de temps du coup pour vous
présenter le rôle de la douane dans cette thématique-là. Donc en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, la douane intervient après l'INPI, en fait, puisque on a un plan d'action qui permet justement aux douanes d'intervenir. Voilà, merci. D'intervenir après dépôt, en fait, d'un droit de propriété intellectuelle. Alors, en fait, les enjeux sont assez importants. En préambule, je voulais vous dire quand même que l'estimation de l'OCDE est sans appel là-dessus. Ça représente la contrefaçon 500 milliards de ventes annuelles au niveau mondial et ça correspond à 3,3% du commerce international. Donc, les enjeux sont assez importants. Donc, je vais faire une présentation en 3 points assez rapidement puisqu'il me reste un quart d'heure. Alors, en fait, 3 points, les enjeux, nos plans d'action de lutte contre la contrefaçon et le partenariat que l'on met en place avec les entreprises pour lutter contre la contrefaçon. Alors, l'enjeu est triple, en fait. Le premier enjeu, évidemment, c'est pour vous, nous, moi, en tant que consommateurs. On est sur un enjeu vraiment de sécurité et de santé publique. Donc, on a vraiment un rôle de protection aux frontières en tant qu'autorité douanière. Le deuxième enjeu, ce sont des enjeux avant tout économiques et financiers pour les États, puisque on perd de la fiscalité. En fait, la contrefaçon suggère des organisations criminelles non déclarées. Et par conséquent, on a des fraudes à la TVA, du travail dissimulé, du chiffre d'affaires non déclaré. Et pour les entreprises, vous, donc, cette contrefaçon porte atteinte à tous les investissements et tout le R&D que vous mettez en œuvre pour innover, pour fabriquer vos produits et qui peuvent vraiment mettre à mal, en fait, vos marques, les bousculer, même lorsqu'elles sont bien installées sur un marché. Donc là, il y a une atteinte à l'image qui est assez importante. Et tout à l'heure, on vous parlait de l'EUI-PI, c'est ça? Non, PO, pardon. Donc l'Office européen de protection intellectuelle qui a estimé en fait les pertes annuelles de vente en France à 6,4 millions et à peu près 37 millions d'emplois par an. Donc voilà, les enjeux sont là, sont conséquents. Et donc on va... la douane va intervenir à différents niveaux. Je vais vous présenter un petit peu comment on peut intervenir, justement. Sur 2020, on a saisi plus de 5,6 millions d'articles, que ce soit en frontière ou sur le territoire, puisque la douane n'est pas qu'en frontière. On voit surtout les douaniers dans les aéroports et les ports, mais on circule aussi beaucoup sur le territoire. Toujours est-il que le vecteur principal des saisies reste le fret express et les colis postaux. L'essentiel des saisies se réalise sur ces deux vecteurs et c'est également le cas en Bretagne, puisque on va sortir les stats là, le 14 mars, on va faire une publication de nos saisies justement et ça correspond aux saisies nationales. Alors majoritairement, les saisies portent sur les articles d'habillement, en fait, les marques de sport, les chaussures, les accessoires. Et le deuxième secteur touché, ce sont les jeux et les jouets. Alors ça, ces statistiques nationales se déclinent du même ordre en fait en région Bretagne. L'année dernière, nous avons saisi un peu plus de 16 000 articles et on retrouve en fait cette tendance-là avec une majorité en fait d'articles de vêtements, chaussures et jouets de saisie par nos brigades sur la région Bretagne, essentiellement d'ailleurs sur aussi le fret express et les colis postaux. Alors, pour lutter contre ce fléau, un plan d'action, 4 axes. Le premier axe, c'est évidemment la coopération avec les acteurs du commerce international. Donc, on va développer des partenariats avec les plateformes de e-commerce.
qui sont de plus en plus sensibilisés par la mise en vente sur leur plateforme de produits contrefaisants. Donc la douane a développé un partenariat assez fort avec ces plateformes-là. On va collaborer évidemment avec les acteurs institutionnels, dont l'INPI bien sûr, et nous menons des actions de sensibilisation donc, auprès des consommateurs, certes, donc souvent d'ailleurs avant les vacances estivales. Porter de la contrefaçon peut vous coûter cher, on l'a tous vu dans les aéroports, mais c'est pas seulement. Auprès des entreprises, on mène aussi une action de sensibilisation et d'information et on les invite, comme le préconisait Thierry, de se protéger au maximum en amont et ne pas attendre qu'il y ait des désordres. Le deuxième axe, le renseignement et le ciblage. Donc, on s'adapte finalement au courant de fraude et on développe des nouvelles technologies qui nous permettent de mieux cibler, de mieux cerner en fait les circuits de fraude. Donc, en fait, on utilise l'intelligence artificielle, on utilise le data mining. On a des services, évidemment, qui sont sur le net tous les jours. On a un service de cyberdouane, comme la cyberpolice. Bon, voilà, nous, on traque la fraude sur Internet. C'est aussi notre façon de participer à la lutte contre la contrefaçon. Ça aboutit en fait à une politique de contrôle de plus en plus développée. On a une politique de ciblage et de densification des contrôles, et notamment sur les plateformes logistiques où la douane est très présente, en sachant que le premier point d'entrée de la contrefaçon, ça reste Roissy, puisque Roissy, énormément de fret express, énormément de biens manufacturés venant de l'Asie et notamment de Chine. C'est pas un scoop que de vous dire que la Chine est le premier producteur de contrefaçon, mais ce qui est plus inattendu, c'est aussi de voir que 25% de la production mondiale de marchandises contrefaites, c'est l'Europe. Et de plus en plus, on a des organisations dites criminelles qui font du circuit court finalement, puisque c'est tendance, et donc on fabrique au plus proche des consommateurs. Et donc on est une terre aussi de production de contrefaçon. Le quatrième pilier de ce plan d'action, évidemment, c'est la phase contentieuse. Thierry en a parlé un tout petit peu. Donc, on engage des poursuites judiciaires. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation, si j'ai le temps. Donc, vous voyez qu'on a un dispositif de contrôle plutôt dense, plutôt complet. On intervient sur tous les points du territoire européen et français, puisque en fait on n'est pas seulement garde-barrière en douane, on est certes sur des flux import-export, mais on est aussi sur la circulation et la détention des produits en France sur le territoire. Donc on a quand même une intervention assez large avec des services dédiés en fait à la contrefaçon, à la lutte contre la contrefaçon. Chaque région a un référent contrefaçon. À Rennes, on a un référent contrefaçon qui est spécialisé dans ce flux en fait. Et comme le disait Thierry, la contrefaçon, c'est un délit. Donc, il est constitué comme délit douanier dans le Code des douanes. Il est puni de 3 à 10 ans de prison avec une amende de 1 à 2 fois la valeur du produit authentique contrefait. Donc, on a quand même une arme juridique qui peut s'avérer dissuasive, mais le jeu est lucratif, donc il y en a beaucoup qui y vont. Alors, troisième point de ma présentation, c'est ce partenariat justement que l'on crée et qu'on propose en fait aux entreprises. Les entreprises ont la faculté de déposer une demande d'intervention auprès des douanes pour déjà signaler qu'elles ont déposé un droit de propriété intellectuelle et qu'elles veulent être protégées. Elles veulent que la douane apporte une vigilance en fait sur le flux de ces produits spécifiques. Et donc, elle va pouvoir demander à la douane d'avoir un regard plus ciblé, plus attentif sur ces flux. Cette demande-là, elle peut se faire à 2 niveaux. On vous a expliqué tout à l'heure qu'il y a un niveau européen et un niveau national, en fait, français. On a cette chance-là d'avoir d'un côté un règlement européen de 2013 qui va permettre, en fait, de signaler vos produits
aux douanes au pluriel de l'ensemble des États membres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la douane française qui va pouvoir être compétente pour intervenir sur des produits qui sembleraient être contrefaits par rapport à vos produits authentiques, mais ce sera l'ensemble des douanes des États membres. Donc ici, on a une protection au niveau des frontières extérieures de l'ensemble des États de l'Union européenne. Et le deuxième niveau, c'est le niveau français avec le code de la propriété intellectuelle, où là, la douane va intervenir sur la détention et la circulation des marchandises sur le territoire national. Et c'est pour ça qu'on voit parfois des douaniers circuler dans les rayons d'un supermarché, mais tout simplement parce qu'on a ce pouvoir-là d'aller constater chez les détenteurs, les distributeurs en fait, de produits. Voilà. Hein, donc ça, c'est une double compétence, et cette double compétence permet aux entreprises de demander l'intervention de la douane à ces deux niveaux-là. Donc il ne faut pas l'oublier, parce que parfois on a des demandes d'intervention qui sont limitées. On peut demander qu'au niveau européen, on peut demander qu'au niveau national, on peut demander aux deux niveaux, mais il faut savoir que les deux sont possibles en fait. Alors dans cette demande, ce qui est important, c'est évidemment la description des caractéristiques de votre produit. Et donc, par cette demande d'intervention, en quelque sorte, on vous demande de lever le secret professionnel sur le process, la composition, les caractéristiques de votre produit. C'est un partenariat de confiance mutuelle, en fait, vraiment. Donc évidemment, les données transmises sont soumises sous le sceau du secret professionnel, ça va sans dire. Mais n'empêche que cette demande d'intervention, c'est comme un contrat en fait entre deux parties. Chacun a des engagements, chacun a des droits et des obligations. Donc l'entreprise, elle a l'obligation de nous transmettre tout ce qu'elle sait sur son propre produit, mais pas seulement. Elle va nous donner aussi ses sourcings en matière première, ses lieux de production, son réseau de distributeurs, les emballages, les caractéristiques essentielles et précises de son produit. Et nous, d'un autre côté, on va s'engager à, si on veut, mettre un critère de risque sur ce produit, parce qu'il peut y avoir une suspicion du fabricant sur un flux, tout simplement, de fraude sur une imitation, une contrefaçon de son produit. Et donc, on va mettre en place tout un plan de contrôle spécifique dans ce cadre-là. Donc, cette demande d'intervention est vraiment essentielle à différents titres, et notamment sur les contacts que vous allez donner à la douane pour justement mettre en place une surveillance spécifique sur ce produit-là. Lorsque on va constater et retenir en douane un produit, on ne va pas pouvoir forcément, nous, douaniers, recueillir les éléments probants pour asseoir la contrefaçon. Évidemment, vu les milliers de marques, un douanier n'est pas spécialisé en contrefaçon. Un douanier peut être spécialisé sur du sac Vuitton, sur telle marque, sur telle nature de marchandise. Et encore, il va se spécialiser non pas par des formations internes, mais parce que c'est un passionné. La plupart du temps, on rencontre des douaniers qui sont passionnés à Roissy sur plusieurs natures, une ou plusieurs natures de marchandises, et ils sont formés par les marques elles-mêmes en fait. Nous, on a j'ai déjà assisté à une formation Vuitton par exemple. C'est un représentant Vuitton qui arrive avec ses sacs et qui nous montre les caractéristiques de nos sacs. Ce que je veux dire par là, c'est que sans les entreprises, la douane est assez incompétente seule pour agir contre la contrefaçon. Et donc, c'est important qu'on ait des contacts en entreprise, techniques, juridiques, qui peuvent venir appuyer notre procédure de retenue douanière sur une suspicion de contrefaçon. Donc ça, c'est vraiment un élément important, et tout se fait sur une adresse mail qui est affichée sur la slide. En fait, toutes les informations qui sont sur cette slide-là nous servent justement à faire du ciblage et à améliorer finalement tout simplement nos contrôles au quotidien.
Ce que je voulais dire par rapport à notre intervention, c'est qu'on va pouvoir, et je vais bientôt terminer, on va pouvoir faire des saisies en autonomie, c'est-à-dire que parfois on a des suspicions de contrefaçon sur des produits sensibles mais qui ne font pas l'objet d'un dépôt de propriété intellectuelle, et donc on va pouvoir initier une procédure de saisie d'office. Et là, on a 4 jours pour se rapprocher du fabricant en cause, enfin touché, en fait victime de la contrefaçon, et pour lui demander si il a les éléments probants d'une contrefaçon ou pas. Donc 4 jours, vous voyez, c'est très court. Par contre, si vous déposez une demande d'intervention, on a un délai qui s'allonge, on a 10 jours. Et dans ces 10 jours-là, eh bien, c'est votre expert qui va nous donner les éléments attestant ou non de la contrefaçon, en fait, à partir des photos envoyées, de l'échantillon des produits qui seront en retenue douanière. Et si la contrefaçon est avérée, soit il y a une destruction immédiate des produits contrefaisants si toutes les parties sont d'accord, c'est-à-dire le fraudeur et le fabricant du produit authentique. Soit il y a une action en justice avec donc une action à la fois douanière et qui peut être alors civile, pénale, douanière. En fait, on peut avoir les 3 cas. Mais en tout état de cause, si vous voulez, les marchandises seront évidemment retirées du marché, enfin détruites en fait. Tous les ans, on a des destructions massives de contrefaçon. Ça, c'est le nombre de demandes d'intervention par an. On est très actif. La France est dans le trio des États membres qui délivrent le plus de demandes d'intervention. Donc, les professionnels sont plutôt, se sentent concernés, plutôt actifs pour se protéger. Et pour terminer, je vous donne donc nos contacts, donc la cellule conseil aux entreprises que je représente ici aujourd'hui pour la Bretagne, et puis notre direction générale où on a des spécialistes et référents contrefaçon et dont l'adresse mail est indiquée ici sur l'écran. Donc voilà, ça a été un peu rapide comme présentation, mais j'essaie de respecter les horaires et donc je rends mon micro. Si vous avez des questions, Thierry et moi, on reste dans les parages. Si vous voulez nous poser des questions, on se met à votre disposition. Merci. Merci à tous.